En Tanzanie, un premier chiffre tombe, discret, puis un second le contredit et fissure le récit rassurant de stabilité. En moins de 24 heures, Dar es Salaam passe du calme officiel à des rues où chaque minute semble peser bien plus lourd qu'un jour entier. Que signifie cette accélération brutale pour une jeunesse tanzanienne qui regarde vers Ibrahim Traoré comme symbole exigeant d'une dignité qui refuse désormais le silence imposé d'en haut? À partir de cette faille, tout le contrat entre pouvoir, rue, mémoire collective et avenir commence lentement à se renégocier. La crise tanzanienne ne se résume plus à une série d'incidents isolés. Elle expose un système qui, après des années d'accumulation silencieuse de tensions, atteint aujourd'hui un point où chaque décision gouvernementale résonne bien au-delà de ses intentions déclarées. Ce décalage brutal entre récit officiel et vécu quotidien crée un risque majeur. La perte progressive, puis rapide, de la confiance publique, une notion simple de 10 mots qui décide pourtant du destin d'un régime fragile. Mais derrière cette fracture institutionnelle, un enjeu plus profond se dessine, car les jeunes, longtemps considérés comme spectateurs, deviennent des acteurs centraux, capables de transformer une indignation diffuse en mouvement structuré, et leur capacité à se maintenir unis déterminera si la crise produit une recomposition démocratique ou une entrée durable dans l'incertitude. Or, au moment où l'État tente encore de reprendre l'initiative, un fait reste incontournable. Plus la pression augmente, plus s'accroît la probabilité qu'une étincelle secondaire renverse tout calcul politique, et c'est là que le véritable péril commence. Une vidéo de l'arrestation circule à l'aube et franchit en quelques heures le seuil critique des trois villes en effervescence. Elle agit comme un révélateur soudain montrant que la colère n'est plus contenue dans les cercles militants, mais gagne désormais l'espace public sans filtre ni médiation. Depuis 2021, cette trajectoire n'est pourtant pas née d'un vide. La transition inattendue de pouvoir avait brièvement ouvert une fenêtre d'espoir, laissant croire à un assouplissement réel où la presse respirait de nouveau, où quelques détenus politiques retrouvaient leur liberté, où la société civile entrevoyait un horizon moins étouffé. Lorsque, à partir de 2025, les restrictions reviennent, enquêtes suspendues, rassemblements interdits, journalistes réduits au silence. Une chape de peur descend lentement sur le pays, non pas dans un fracas spectaculaire, mais par une succession de gestes administratifs qui, mis bout à bout, redéfinissent l'espace du possible. Et c'est dans cette atmosphère déjà fragile que l'interdiction visant un opposant tente de quitter le territoire pour assister à des funérailles devient l'étincelle qui transforme la frustration en mouvement collectif, les étudiants marchant aux côtés des chauffeurs de taxi, les professeurs guidant les plus jeunes loin des zones de tension, tandis que les messages affluent malgré les blocages numériques. Au-delà, des échos régionaux émergent, du Kenya au Burkina Faso, où un discours d'Ibrahim Traoré sur la démocratie qui me parmi ne peut étouffer son propre peuple circule de nouveau et offre à la jeunesse tanzanienne un miroir inattendu pour mesurer ce qu'elle refuse de perdre: la parole, la dignité et la possibilité d'un avenir qui ne soit pas construit sur le silence. Au milieu de la montée des tensions, une figure inattendue s'impose. Aïcha, étudiante à l'université de Dar es Salaam, dont la voix tremblante mais ferme devient rapidement l'un des premiers repères du mouvement. Son intervention, captée en quelques secondes avant le resserrement du contrôle numérique, transforme une indignation diffuse en interrogation partagée. Car sa question: que signifie l'interdiction d'assister à des funérailles pour nos propres libertés? Se propage sur les campus et dans les quartiers populaires avec une vitesse qui surprend même les observateurs les plus attentifs.
Aux côtés de cette étudiante, un journaliste indépendant documente avec précision les premières réactions. Ces notes décrivent des gestes minuscules mais décisifs. Chauffeur de taxi protégeant les étudiants, professeur orientant les plus jeunes hors des zones dangereuses, habitants offrant abri et eau pour contrer gaz lacrymogène et dispersions successives, autant d'indices que la contestation franchit déjà les frontières sociales habituelles. À mesure que ces micro-solidarités se multiplient, l'impact symbolique devient tangible. La rue cesse d'appartenir exclusivement aux forces de sécurité, les slogans évoluent, la demande initiale se mue en revendication plus large sur la liberté d'expression et la dignité, révélant un basculement où l'incident isolé se transforme en matrice politique. De fait, les autorités découvrent que la dynamique échappe au cadre prévu, car la cohésion émergente du mouvement crée un espace autonome où se redéfinit la relation entre peur et prise de parole. Le vrai enjeu désormais, c'est la confiance retrouvée. Au milieu de la montée des tensions, une figure inattendue s'impose. Aïcha, étudiante à l'université de Dar es Salaam, dont la voix tremblante mais ferme devient rapidement l'un des premiers repères du mouvement. Son intervention, captée en quelques secondes avant le resserrement du contrôle numérique, transforme une indignation diffuse en interrogation partagée, car sa question pose sur les que signifie l'interdiction d'assister à des funérailles pour nos propres libertés se propage sur les campus et dans les quartiers populaires avec une vitesse qui surprend même les observateurs les plus attentifs. Aux côtés de cette étudiante, un journaliste indépendant documente avec précision les premières réactions. Ses notes décrivent des gestes minuscules mais décisifs. Chauffeur de taxi protégeant les étudiants, professeur orientant les plus jeunes hors des zones dangereuses, habitants offrant d'abri et eau pour contrer gaz lacrymogène et dispersions successives, autant d'indices que la contestation franchit déjà les frontières sociales habituelles. À mesure que ces micro-solidarités se multiplient, l'impact symbolique devient tangible. La rue cesse d'appartenir exclusivement aux forces de sécurité, les slogans évoluent, la demande initiale se mue en revendication plus large sur la liberté d'expression et la dignité, révélant un basculement où l'incident isolé se transforme en matrice politique. De fait, les autorités découvrent que la dynamique échappe au cadre prévu car la cohésion émergente du mouvement crée un espace autonome où se redéfinit la relation entre peur et prise de parole. Le vrai enjeu désormais, c'est la confiance retrouvée. Les premiers indicateurs chiffrés surgissent alors que la contestation gagne de l'ampleur, et ils tracent une courbe nette. La participation totale dépasserait 300 000 personnes, un volume inédit pour un pays où les grandes marches se limitaient souvent à quelques centaines de participants. Ce décalage massif entre anciens seuils et nouvelles mobilisations illustre une dynamique où la peur structurelle s'effrite rapidement. À travers les images fragmentées, qui franchissent les coupures d'Internet, un autre signal apparaît. Environ 40% des manifestants seraient des femmes. Un pourcentage qui, selon les observateurs locaux, confirme que la crise ne se limite pas à une lutte partagée par les seuls jeunes hommes, mais se transforme en revendication intergénérationnelle et intersectorielle. L'ampleur de cette participation féminine marque une mutation sociale profonde, car elle rompt avec la segmentation traditionnelle des mobilisations. Dans le même mouvement, un sondage réalisé en début de crise montre que 67% de la population soutient implicitement les manifestants, tandis que seulement 23% expriment un soutien clair au gouvernement. Une divergence statistique qui matérialise l'écart croissant entre décisions officielles et attentes citoyennes. Ce fossé, mesurable et public,
agit comme amplificateur de tension plutôt que comme simple reflet d'opinion. Les chiffres relatifs à la répression, eux, décrivent une autre dynamique. Plus de 2000 arrestations seraient survenues dans les premières 48 heures selon la version officielle, tandis que plusieurs ONG estiment un total bien plus élevé, révélant une spirale où les tentatives d'étouffer la contestation produisent un effet inverse. Dans 15 zones distinctes, des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc auraient été utilisés, signifiant que la gestion policière dépasse le cadre ponctuel pour entrer dans une logique d'épuisement de la rue. Sur le plan économique, les premières données réactives suggèrent une chute notable de l'activité commerciale, notamment dans le tourisme, secteur clé pour la Tanzanie, où les réservations enregistreraient une baisse de 15% selon les estimations préliminaires de la Banque centrale, un recul qui se répercute ensuite sur les petites entreprises dépendantes des flux de visiteurs. La dépréciation du shilling, évaluée à 85% face au dollar durant la semaine suivant les affrontements, renforce l'idée que la crise, d'abord politique, devient rapidement systémique, infiltrant marché, chaînes logistiques et capacité d'anticipation des investisseurs internationaux. Les partisans du gouvernement avancent un premier argument solide. Dans un pays longtemps considéré comme l'un des plus stables de la région, la priorité absolue serait de préserver l'ordre public, car toute rupture trop brusque risquerait d'ouvrir la porte à une spirale d'instabilité. Selon eux, les restrictions imposées aux rassemblements et aux opposants ne relèveraient pas d'un tournant autoritaire, mais d'un mécanisme de protection destiné à empêcher que la contestation ne se transforme en chaos social difficilement réversible. À leurs yeux, la Tanzanie aurait accumulé des progrès institutionnels précieux au fil des décennies: absence de coup d'État, continuité politique, cohésion relative, et il serait dangereux de fragiliser cet édifice sous la pression d'événements qu'ils jugent amplifiés par les réseaux sociaux. Ils insistent donc sur une idée simple: sans contrôle, une mobilisation trop vaste pourrait dépasser les capacités de l'État et miner définitivement le cadre démocratique qu'ils affirment défendre. En face, les manifestants structurent d'un contre-argument tout aussi cohérent: une stabilité qui repose sur la restriction des libertés fondamentales n'est qu'une façade, car une démocratie qui censure, arrête ses opposants et limite la parole publique perd progressivement la légitimité qui lui permettrait justement de gérer des périodes critiques. Il rappelle que la contestation massive, plus de 300 000 personnes selon les estimations, n'est pas le produit d'une influence étrangère, mais le résultat d'années où les voix critiques ont été effacées, les rassemblements annulés et la presse placée sous surveillance, une accumulation qui rend l'explosion actuelle presque inévitable. En examinant ces deux positions, un constat s'impose: si la nécessité de l'ordre peut se comprendre dans un contexte tendu, les données disponibles, écart d'opinion, mesuré par le sondage montrant 67% de soutien implicite aux manifestants, multiplication des arrestations, participation féminine inédite, indique qu'une réponse centrée uniquement sur la répression accentue la fracture plutôt que de la réduire, et qu'un État perd plus rapidement son ascendant lorsqu'il refuse de reconnaître la profondeur des attentes citoyennes que lorsqu'il accepte d'ouvrir un espace réel au dialogue. La cohésion surgit soudain. Sous le tumulte des affrontements et des coupures d'Internet, un glissement décisif apparaît. La contestation, jusque-là perçue comme une réaction spontanée, commence à se structurer grâce à des échanges clandestins entre étudiants, journalistes et travailleurs qui circulent via des réseaux cryptés et stabilisent peu à peu une coordination que les autorités n'avaient absolument pas anticipée. Ce moment gagne en intensité
lorsqu'un cours d'extrait sonore se propage malgré les blocages. Une phrase d'Ibrahim Traoré: la dignité n'est pas un slogan, mais une preuve de vie. Reprise lors d'un rassemblement discret, devient, pour de nombreux jeunes, un marqueur moral qui déplace la frontière entre peur et affirmation, entre résignation et volonté de redéfinir les règles du jeu politique. Cette citation fonctionne comme une boussole collective, un point fixe permettant d'unifier des trajectoires sociales auparavant disjointes. Dans les bureaux de la présidence, cette cohésion inattendue agit comme un signal d'alarme. Loin de s'essouffler, le mouvement gagne en profondeur, renforce ses relais et imprime un nouveau rythme à la crise, comme si le pays avait franchi un seuil irréversible où chaque décision étatique ne pouvait plus être évaluée seulement par son efficacité immédiate, mais par sa capacité à reconnaître ou non la légitimité d'une demande citoyenne soudain devenue visible et assumée. Du point de vue des travailleurs, l'impact se manifeste d'abord sous forme de ruptures quotidiennes. Les grèves se multiplient, les transports se désorganisent et les entreprises, publiques comme privées, doivent ajuster leurs horaires face au blocage. Dans le tourisme, pilier national, les réservations chutent de 30%, entraînant perte d'emplois et fermeture temporaire. Dans les régions rurales, les travailleurs agricoles rejoignent progressivement les mobilisations locales, ce qui montre que la colère ne se limite pas aux centres urbains, mais diffuse lentement à travers tout le pays. Cette extension horizontale confirme que la contestation touche le tissu productif en profondeur. Du côté des entreprises, la crise devient vite un test de résilience. Les chaînes d'approvisionnement se tendent, les flux logistiques ralentissent et les investissements étrangers se figent dans l'attente de signaux de stabilité. Les hôtels de Zanzibar fonctionnent à capacité réduite, plusieurs opérateurs touristiques suspendent leurs circuits et des PME locales signalent un effondrement temporaire de leur chiffre d'affaires. La dépréciation du shilling de 85% ajoute une pression supplémentaire, renforçant l'impression que le choc politique se transforme en risque macroéconomique. Beaucoup redoutent une contraction durable si aucune issue politique crédible ne se dessine. Du point de vue de l'État, l'enjeu est existentiel. La présidente Samia Suluhu Hassan fait face à une perte accélérée de légitimité, amplifiée par des chiffres qui contredisent la narration officielle, l'usage des gaz lacrymogènes, les plus de 2000 arrestations déclarées et les témoignages contournant les blocages numériques alimentent un récit parallèle que l'État peine à contrôler. Chaque tentative de reprise en main produit un retour de flamme, car la jeunesse, citant parfois Ibrahim Traoré, affirme que la dignité ne se négocie plus. Ainsi, l'État découvre qu'il doit désormais gérer non seulement une contestation, mais une transformation profonde du rapport entre gouvernants et gouvernés. Dans les quartiers et les voisinages, les effets s'expriment sous forme de solidarité nouvelle. Habitants ouvrant leurs maisons, professeurs guidant les jeunes loin des zones de danger, chauffeurs de taxi servant de messagers improvisés. Dans certains districts, les points de rassemblement se maintiennent malgré les dispersions policières, signe que la rue n'est plus monopole des forces de sécurité. Les slogans évoluent rapidement, passant d'un soutien à une figure opposante vers une revendication collective articulée autour de la liberté d'expression. Cette recomposition du quotidien marque un changement profond, car elle indique qu'une conscience politique diffuse s'installe dans les foyers, les cafés, les marchés, redéfinissant la manière dont les citoyens imaginent leur place au sein de la nation. Face à ces quatre dynamiques simultanées, la crise cesse d'être un événement ponctuel pour devenir un phénomène structurant. Elle modifie comportements, attentes, alliances sociales et impose à chaque acteur, travailleur, entreprise, État, quartier, de revoir ses repères.
comme si la Tanzanie avait basculé dans un nouveau chapitre dont l'écriture échappe désormais au seul détenteur du pouvoir. Dans un scénario de base, la crise se stabiliserait sans véritable résolution. Les manifestations continueraient de manière intermittente, le gouvernement alternerait entre gestes d'apaisement et resserrements ponctuels, et l'économie évoluerait en mode dégradé mais fonctionnel. Les tensions resteraient vives, mais sans basculer dans la rupture, créant une zone grise où l'État perd une partie de sa capacité d'anticipation, tandis que la population apprend à naviguer dans un paysage politique incertain. Dans cette trajectoire, les institutions survivent, mais leur légitimité demeure fragilisée, ce qui retarde toute réforme structurelle. Dans un scénario optimiste, la présidente Samia Suluhu Hassan accepterait d'ouvrir un dialogue national réel, incluant opposition, société civile et acteurs de terrain, ouvrant alors la voie à des réformes ciblées, révision des lois restrictives, réouverture de l'espace médiatique, libération de certaines figures arrêtées, et relançant un climat de confiance. Un tel virage pourrait attirer de nouveau les investisseurs, réduire la pression sociale et permettre à la jeunesse qui se mobilise en masse de contribuer à une recomposition plus inclusive. Dans cette perspective, la phrase d'Ibrahim Traoré sur la dignité trouverait un écho institutionnel plutôt que seulement moral. Dans un scénario pessimiste, l'État opterait pour une répression accrue, multipliant arrestations, coupures d'Internet et déploiements sécuritaires, ce qui provoquerait une radicalisation progressive du mouvement et une extension des tensions vers les provinces. L'économie entrerait alors dans une spirale négative, avec fuite des capitaux, hausse du coût de la vie et dégradation accélérée des services publics, tandis que la fragmentation politique ouvrirait la porte à des conflits internes difficiles à contenir. Il s'agirait d'une trajectoire où la capacité de gouverner recule plus vite que les moyens de contrôle. Entre ces trois chemins possibles, une recommandation de méthode s'impose. Considérer que l'incertitude actuelle n'est pas seulement un risque, mais un moment où la manière de décider, transparence, inclusion, reconnaissance des griefs exprimés, compte autant que les décisions elles-mêmes, car c'est elle qui déterminera si la Tanzanie s'oriente vers stabilisation, ouverture ou rupture. Du point de vue des jeunes, la crise agit comme un miroir brutal. Elle met en lumière l'écart entre les promesses d'ouverture entrevues après 2021 et la réalité des restrictions réapparues dès 2025. Beaucoup découvrent que leur voix, longtemps tenue en périphérie, peut influencer la trajectoire du pays, et cette prise de conscience transforme leur rapport à la citoyenneté, générant un engagement durable plutôt qu'une mobilisation passagère. Dans les universités, ce nouvel élan se traduit par des assemblées, des débats et une volonté affirmée de ne plus laisser la politique se décider sans eux. Pour les familles et les classes moyennes, l'impact se mesure d'abord dans le quotidien. Hausse des prix, perturbation du travail, sentiment d'insécurité croissante, tout cela modifie les routines et ravive la crainte d'une instabilité prolongée. Pourtant, dans certains quartiers, ces mêmes familles redécouvrent aussi des formes de solidarité oubliées, entraide spontanée, soutien logistique aux étudiants, organisation discrète de réseaux de circulation sécurisés, révélant que la crise peut renforcer la cohésion autant qu'elle la menace. Pour la diaspora africaine qui observe la Tanzanie, la situation résonne avec d'autres mouvements continentaux où la dignité et la liberté d'expression deviennent des mots d'ordre transnationaux. Les images de Dar es Salaam circulent dans les campus kenyans, les forums ghanéens, les réseaux burkinabés, créant un sentiment partagé que l'histoire se joue à travers des gestes ordinaires et que les dynamiques de résistance ne connaissent pas vraiment de frontières. La citation d'Ibrahim Traoré, relayée dans plusieurs cercles militants, renforce cette impression de destin connecté. Ainsi, à travers ces trois regards distincts,
La crise cesse d'être un simple événement politique et devient une expérience vécue, intime, qui redéfinit attente, peur et espoir pour une génération entière. Un premier axe consisterait à établir un dialogue national réellement inclusif, réunissant gouvernement, opposition, organisations de jeunesse, société civile et groupes marginalisés, afin de dégager un socle commun autour des libertés publiques, de la réforme électorale et de la révision des lois restrictives. Pour éviter l'impasse, un médiateur régional pourrait garantir que chaque parti dispose d'un espace d'expression équitable. Un deuxième axe viserait à restaurer l'indépendance judiciaire en renforçant les mécanismes de contrôle institutionnel, en garantissant l'accès à des procédures équitables et en clarifiant les prérogatives des organes de sécurité, car sans justice crédible, aucune transition démocratique ne peut s'ancrer durablement. Un troisième axe porterait sur la reconstruction de la confiance publique à travers une communication transparente, la publication régulière de données sur les manifestations et les arrestations, et l'engagement d'enquêtes indépendantes sur les abus présumés. Cette transparence, souvent réclamée par la jeunesse inspirée par des figures comme Ibrahim Traoré, serait un pivot symbolique essentiel. Un quatrième axe impliquerait un soutien économique ciblé: microcrédit, relance du tourisme, stabilisation monétaire, filets sociaux pour les travailleurs précarisés, afin d'éviter que la crise politique ne dégénère en crise sociale prolongée, et pour relancer un tissu productif particulièrement fragilisé. Un cinquième axe reposerait sur la création de mécanismes de suivi à long terme, intégrant observateurs nationaux et régionaux, pour garantir que les réformes annoncées ne restent pas symboliques, mais deviennent des transformations concrètes, mesurables et inscrites dans une temporalité de 12 à 24 mois, permettant ainsi à la population de percevoir un chemin lisible vers la stabilité. Dans les heures silencieuses qui suivent chaque journée de mobilisation, la figure d'Aïcha réapparaît comme un fil conducteur, rappelant que la crise tanzanienne ne se joue pas seulement dans les rues, mais aussi dans la mémoire intime d'une génération qui apprend à nommer ses propres limites et ses propres espoirs. Son intervention initiale, pourtant brève, résonne désormais comme une passerelle entre indignation et responsabilité, car ce qu'elle a osé formuler publiquement, une question simple sur la liberté de chacun, s'est transformé en conversation nationale où les jeunes, les familles et même certains fonctionnaires redécouvrent la valeur du débat ouvert. À mesure que circulent les mots d'Ibrahim Traoré sur la dignité, son geste apparaît moins comme une exception que comme un signal. Autour d'elle, ce ne sont pas des héros qui émergent, mais des milliers de voix qui cherchent un chemin pour exister politiquement sans renoncer à la prudence que leur impose un État encore hésitant devant la profondeur du mouvement. Dans ce paysage incertain, chaque acte de solidarité, un taxi qui protège, un professeur qui guide, un voisin qui ouvre une porte, devient une preuve que l'avenir n'est pas encore confisqué. La dignité peut encore tout changer. Alors que la Tanzanie cherche encore sa trajectoire, l'enjeu dépasse largement la confrontation entre État et manifestants. Il concerne la manière dont une société choisit de protéger la liberté de ses citoyens lorsque celle-ci devient soudain fragile, disputée ou menacée par la peur. Dans de nombreux quartiers, les gestes ordinaires, discussions partagées, informations relayées, entraide discrète entre familles et étudiants montrent qu'un lien social peut se reconstruire même au cœur de la tourmente, dès lors que chacun accepte d'accorder un peu plus de place à l'écoute qu'à la suspicion. Ces gestes, répétés, deviennent une forme de résistance civile douce mais déterminante. Si vous pensez que ces voix méritent d'être entendues, que les aspirations à la dignité et à l'expression libre méritent un espace réel, alors contribuez à diffuser ces récits, à soutenir les organisations de défense des droits et à encourager les échanges informés,
devient une manière simple mais essentielle de participer à un mouvement plus vaste que la crise elle-même. Quel type de société souhaitons-nous bâtir ensemble lorsque le silence cesse d'être une option?